Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, créée et animée chaque semaine par André Loez. Quand l'année universitaire se termine, qu'il n'y a plus de copies à corriger, ça laisse un petit peu plus de temps pour se plonger dans des livres exigeants. C'est le cas aujourd'hui avec De la grêle et du tonnerre de Jean-Pierre Devroy, qui nous emmène dans les campagnes médiévales. De l'histoire des campagnes au Moyen-Âge pour nous éloigner de la campagne politique, ou du moins c'est ce que je pensais, puisque comme vous l'entendrez à la fin de cet entretien, c'est un historien qui a une sensibilité environnementale, qui est aussi profondément politique. N'hésitez pas à laisser commentaires et notes sur les outils de Spotify ou d'iTunes. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur parolehistoire.fr et sur YouTube. Rendez-vous dans le collimateur avec Alexandre Jublin pour parler d'histoire des guerres et dès demain, vendredi, des chevaliers teutoniques. Merci, très bonne écoute et bon courage dans cette période si compliquée. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Pierre Devroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, médiéviste, membre de l'Académie royale de Belgique. Vous venez de publier aux éditions du Seuil De la grêle et du tonnerre, histoire médiévale des imaginaires paysans dans la collection L'univers historique, un livre tout à fait fascinant, déroutant par certains côtés, très très intéressant dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'avant de parler de ce livre, vous pouvez peut-être, en quelques phrases pour les gens qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas forcément, dire un petit peu quel est le parcours qui vous a amené de plus en plus vers une histoire environnementale, vers une histoire des perceptions de la nature en quelque sorte, avec au départ un ancrage, on va dire, sur l'histoire économique et sociale du monde carolingien, et puis avec votre précédent livre La nature et le roi, et puis déjà auparavant avec des notations ici et là sur la place de la forêt dans le monde carolingien, etc. Voilà, on va vers ce rapport à la nature. Donc, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu comment vous avez travaillé, comment vous êtes venu à ce type de démarche? On en revient toujours à Marie-Bouloc et à sa réflexion qui fait du bon historien, je crois, avec un peu de vanité, une éponge et quelqu'un qui est en dialogue avec les problématiques de son temps. Et c'est vrai que j'ai commencé des études d'histoire à l'université il y a 50 ans, sous l'égide du marxisme triomphant, des débuts de l'anthropologie, et que progressivement je me suis rapproché d'abord de la sociologie, de Max Weber en particulier, et puis d'un intérêt de plus en plus grand pour l'environnement, qui est simplement une manière pour moi d'habiter mon temps comme historien et de chercher à apporter des choses qui puissent apparaître comme pertinentes par rapport aux interrogations, aux questions, peut-être aux réponses, si on est ambitieux. Alors votre livre, il peut presque se lire de deux manières. Je dirais qu'il y a une version simple et une version compliquée. La version simple, c'est comment les paysans du Moyen-Âge cherchaient à se protéger de la grêle. Et la version compliquée, c'est tirer ce fil et à travers ça, essayer de retrouver un ensemble d'univers intellectuels, spirituels, sociaux, politiques, de domination, d'autonomie paysanne. Donc vous faites un livre qui, je l'ai dit, est un peu déroutant parfois quand on l'aborde, parce qu'il entremêle finalement deux registres. Un registre qui est ce titre de la grêle et du tonnerre et comment on s'en protège. Et puis, au-delà de ça, finalement, un portrait en filigrane de la paysannerie médiévale. Mais je crois que c'est le propre de la micro-histoire, à laquelle je dois beaucoup. Je me souviens de mes premières lectures, même avant la micro-histoire, du Christ est arrêté à Éboli, et de l'illumination que ça avait été pour moi, qui m'intéressait depuis le début de mes études aux paysans. C'était de pratiquer finalement cet art de la simplicité et de la complexité, de la sophistication qui est au cœur du projet micro-historique, où on va, à partir d'un phénomène, ici la grêle, d'un texte, ici le traité d'Agobard sur la grêle et les tonnerres, par induction, arriver à des choses simples et à des choses générales, en passant par des chemins de traverse, en utilisant des portes dérobées, parce que tout médiéviste sait qu'il est confronté à une culture qui est nourrie par les nominants et en particulier par les clercs, donc par leur vision du monde, et que ces gens qui sont tellement importants, qui occupent tellement de place dans la production, là c'est l'économiste qui parle, se rappeler que 80% des richesses viennent, même au Moyen-Âge central,
de l'agriculture, et que cette agriculture, c'est une des caractéristiques de la période médiévale en Occident. Elle est essentiellement une agriculture paysanne, familiale, de petits exploitants, de petits mondes. Et donc on est vraiment au croisement des deux. Et comment est-ce que je réponds à des questions auxquelles les auteurs de l'époque ne s'intéressent pas, en trouvant le texte un peu exceptionnel. On peut penser évidemment à Carlo Ginzburg, le fromage et les vers, et le procès d'inquisition de ce meunier, qui est un matérialiste au sens de la philosophie grecque. On peut penser au pouvoir au village, cette histoire d'un exorciste. Giovanni Levi. Voilà, Giovanni Levi, au retour de Martin de Guerre, donc à un certain nombre de récits qui empruntent toujours j'aime beaucoup l'expression chemin de traverse, vers l'arrière-pays, pour reprendre la formule d'Yves Bonnefoy, l'arrière-pays des imaginaires paysans. C'est quoi cet arrière-pays, justement? C'est une formule du poète Yves Bonnefoy. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Elle revient plusieurs fois dans le texte. Bon, à Orient, il y a la découverte du texte d'Yves Bonnefoy et cette manière poétique qu'il a d'explorer la possibilité d'un second monde par rapport au monde ordinaire de la haute culture, au travers de cheminements. Dans les matrices intellectuelles, on pourrait parler de Giono aussi. Par exemple, le Giono de Colline, qui a cet art d'un récit, alors qui est un récit de fiction, évidemment, qui est le produit de quelqu'un qui n'est pas lui-même un paysan, mais qui arrive à s'imprégner et qui sert de nouveau de détonateur, de déclencheur au fil qu'on va dévider pour arriver à ce que vous appelez très justement des choses simples. Avant de repartir de ce texte du IXe siècle qui forme le point d'ancrage ensuite de tout le raisonnement, il y a un chemin de traverse que je trouve intéressant, qu'il est intéressant de souligner, c'est le chemin de traverse chronologique. Vous en avez un petit peu parlé, Le Christ s'est arrêté à Éboli, un livre du milieu du XXe siècle, pour parler des Carolingiens. Et à plusieurs moments, vous faites recours à des enquêtes ethnographiques du XXe, des folkloristes du XIXe, un peu à la façon dont les préhistoriens, parfois faute de texte, vont étudier des sociétés de chasseurs-cueilleurs et projeter dans leur propre travail, voilà ce qu'ils ont pu observer de formes d'échange, formes de conjugalité, etc. Voilà, en interprétant le passé d'après des sociétés contemporaines. C'est un peu plus rare chez les médiévistes. Il y a quelques précédents. Il y a Jean-Claude Schmitt notamment, Guinefort, le Saint-Lévrier. C'est un livre auquel on pense aussi en vous lisant. Voilà, est-ce que c'est une manière de faire que vous avez choisi d'adopter cette idée de pouvoir éclairer le passé par des formes de... Alors, pas de survivance, vous dites bien, c'est pas des survivances du passé, mais des formes de parallèles qu'on peut voir lorsque des paysans du 19e, 20e siècle craignaient la grêle, faisaient telle chose, et du coup, pour vous, c'est un éclairage sur le 8e ou le 12e. Oui, mais quand j'étais actif à l'université, j'étais chargé du cours d'histoire économique des sociétés pré-industrielles. Et à la grande surprise des étudiants, un des éléments principaux du cours, à la fin de l'année, c'était la lecture, une année sur deux, pour qu'on ne se copie pas trop, du Christ s'est arrêté à Éboli et de la vie d'un simple d'Émile Guillaumin. Avec cette idée que, bien sûr, c'était extrêmement différent de ce que j'avais pu exposer dans un fil chronologique assez classique pendant l'année, mais qu'en même temps, les étudiants allaient pouvoir s'en saisir peut-être plus facilement que dans un écrit théorique ou dans un écrit d'historiographie pure, allaient pouvoir se saisir de clés de lecture. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important dans ma méthode. Il ne s'agit pas de s'approprier ou de dériver d'autres disciplines des sciences humaines comme l'anthropologie culturelle ou l'ethnographie, mais en fait de jouer avec elles au sens non péjoratif du mot, en regardant en quoi elles peuvent donner sens à un certain nombre de choses. Et ça, évidemment, suppose, plus que dans La nature et le roi, qui est ramassé sur l'âge de Charlemagne, et qui est quand même beaucoup plus dépendant de la haute culture, ça suppose de se donner la respiration de la longue durée. Et de dire, si je veux sentir le problème dans toute sa complexité, il faut que je travaille à l'échelle
je dirais, de quelqu'un comme Jean Delumeau, par exemple, hein, et de son triptyque d'histoire du christianisme, qui est tellement inspirant à cause de ça. Alors Jean Delumeau, justement, c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière, ce que vous retrouvez en citant des paysans du 19e ou du début du 20e siècle, ou même du milieu du 20e siècle en Italie, c'est quelque chose que Jean Delumeau a aussi étudié, c'est-à-dire, pour lui, c'était la peur en Occident, mais ce que vous appelez beaucoup dans le livre, l'incertitude. L'idée que les sociétés rurales sont fondamentalement confrontées à des incertitudes, en particulier météorologiques, et que finalement, lire des textes relativement récents, dans certains cas, permet de retrouver des rapports à l'incertitude qui éclairent ceux du passé médiéval. Oui, bon, on pense évidemment aux Pouilles et à De Martino et à ces enquêtes où on rencontre effectivement un tempesteur qui ressemble à ce qu'on peut imaginer être un tempesteur d'Agobard et du 9e siècle. Alors, il faut dire ce que c'est qu'un tempesteur, parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas lu le livre, voilà. Donc du coup, on en vient au cœur de votre sujet. C'est quoi un tempesteur ? On a la finale Arius qui désigne un métier, et le tempesteur, c'est quelqu'un qui fait métier de manipuler les vents. Ou en tout cas, qu'on appelle comme ça, parce qu'il faut bien avouer que le mot en lui-même semble être peut-être pas une création, mais en tout cas quelque chose que Agobard s'est approprié, plutôt une dénomination savante en fait. Donc Agobard, c'est l'évêque de Lyon au début du 9e siècle, qui écrit un traité évoquant ces fameux tempesteurs pour dire attention, il ne faut pas croire ces gens, c'est pas du tout eux qui peuvent manipuler les vents, c'est Dieu qui est l'origine des vents. Mais s'il en parle, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il est confronté à l'existence sociale de gens qu'on appelle comme ça. Absolument. Et donc ça pose en fait ça ouvre deux avenues de réflexion. D'abord la lecture minutieuse du traité en lui-même, le fait de pouvoir le contextualiser dans un personnage, Agobard, qui n'est pas n'importe qui est un des hauts prélats du règne de Louis le Pieux, où d'ailleurs il a joué un rôle très important, dans la mesure où il a argumenté quand les fils de Louis le Pieux se sont révoltés contre leur père, ils se sont trouvés un théologien pour expliquer que oui, un empereur chrétien pouvait être démissionné et remplacé par son fils. Donc ce personnage-là, il est intéressant parce que il crée un sentiment de miroir entre l'historien qui le lit, surtout si c'est comme moi un historien rationaliste, un peu positiviste, athée, et une forme d'approche du pourquoi du monde, qui est une approche qui va vers une cause unique et qui laisse finalement une assez grande liberté d'interprétation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la région de Lyon dans les années 810 ? D'après Agobard, toutes les catégories de la population, à la ville, à la campagne, les nobles, les non-nobles, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, pensent qu'il existe, qu'on peut se confier à des personnes qui sont capables de repousser les tempêtes. Et ça, dit Agobard, dans un traité qui est construit à la fois comme un sermon dirigé vers le peuple et comme un traité de théologie, on va laisser la théologie, le traité de théologie un peu de côté, qui permet à la fois de voir quel est le point de vue d'Agobard. Alors Agobard est dans un point de vue, il dit, pour croire à ça, il faut être stupide ou malhonnête. Parce que, dit-il, et c'est la chose qu'il affirme avec force, Agobard est un moniste, donc le pourquoi du monde, c'est toujours la cause supérieure, c'est toujours Dieu, un Dieu qui est immanent et qui est derrière, dans un autre texte, Agobard dit « quand une feuille tombe, c'est parce que Dieu a décidé qu'elle tomberait ». Et donc, face évidemment à cette réalité, ceux qui croient que de simples hommes sont capables de maîtriser les vents, de les diriger, sont stupides. Ils sont stupides, et alors on pourrait évidemment assister à une simple démonstration théologique. Vous êtes stupide parce que c'est comme ça, parce que Dieu est comme ça. Mais chez Agobard, ce qui est fascinant, c'est que il y a un côté... alors j'utilise toujours la comparaison avec Guillaume de Baskerville, évidemment. Le personnage d'Umberto Eco. Voilà, le nom de la rose.
ce mélange de personnalités culturelles. Oui, c'est Guillaume d'Occam, croisé avec Sherlock Holmes. Voilà, absolument. Magnifiquement mis en œuvre. Et puis, Agobard, il travaille comme Sherlock Holmes. Il est évidemment confronté à dire, écoutez, c'est bien connu qu'il y a des tempestaires. Moi, je connais quelqu'un qui a vu un tempestaire repousser la grêle. Qu'est-ce que fait Agobard ? Il va convoquer la personne, et puis il va le cuisiner comme le ferait un détective en disant « Oui, mais tu l'as vu ? Tu peux certifier, jurer ? » ?»« Ah non, je ne l'ai pas vu. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il l'avait vu. » Et on voit de cette manière-là comment, dans la première question qui est posée par Agobard pour démontrer cette stupidité de la croyance, comment il procède. Il est capable de procéder de manière plus sophistiquée. Tout à fait à la fin du traité, parce que c'est construit comme une dissertation et comme un traité de rhétorique cicéronienne, il y a une question finale qui a l'air de ne rien avoir à faire, qui raconte la fable des poudres, de la poudre mortelle du duc Guémoald. Alors, c'est une légende urbaine, c'est la 5e colonne, c'est l'ennemi juré de Charlemagne, le dernier prince lombard, qui, alors que sévit une extraordinaire épidémie de peste bovine qui décime le bétail, aurait envoyé les habitants du Bénévent, donc de l'extrême sud de la péninsule, pour répandre de la poudre. Et notre Agobard, il va raisonner en disant, pas simplement, mais c'est pas possible parce que c'est Dieu. Il dit, c'est pas possible parce que imaginez que tous les habitants du Bénévent, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants, aient chargé de la poudre dans des charrettes et les aient amenés dans l'Empire franc, comment aurait-il trouvé une quantité suffisante de poudre pour empoisonner tout le continent européen? Et puis comme il trouve que c'est pas encore assez, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce poison qui tue les bœufs et qui ne tue pas les autres animaux ou les hommes? Donc là, on est vraiment au cœur de ce qui est fascinant finalement, de cette scène de crime, de cette manière d'approcher les faits d'une manière qui est indicielle, qui est basée sur la preuve et sur le raisonnement, et qui fait que Agobard, pendant tout son traité, peut répéter 36 fois, avec 36 exemples tirés de la Bible, dans la partie théologique, proprement théologique du traité, oui, c'est Dieu seul, mais en faisant la différence entre le pourquoi et le comment, il démontre qu'il est parfaitement au courant de la manière dont la grêle se forme dans la pensée scientifique de l'Antiquité, transmise par les encyclopédistes depuis Aristote. La grêle, c'est de la pluie qui est congelée par un vent violent. Alors, c'est extraordinaire parce qu'un météorologiste aujourd'hui, probablement aurait une explication plus sophistiquée, mais donc voilà, on a. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai d'Agobard et qui est vrai aussi des encyclopédistes du XIIe siècle. La différence entre le pourquoi et le comment. Alors, vous utilisez ce texte savant, qui n'a d'ailleurs pas une grande postérité, parce qu'il est peu recopié, et c'est presque miraculeusement qu'il est arrivé jusqu'à nous dans un seul exemplaire témoin. Vous utilisez ce texte savant aussi pour son envers, c'est-à-dire pour la façon de concevoir le monde d'Agobard et le fait que c'est un enquêteur rationaliste avant l'heure en quelque sorte, mais aussi pour le fait qu'il illustre les croyances ou le recours à des tempestaires. Et alors là, vous insistez sur un point, c'est que la grêle est parmi les pires calamités qui peuvent se produire pour des sociétés paysannes, marquées de toute façon par des incertitudes, des vulnérabilités, des faibles rendements, ça c'est la période médiévale, mais au sein même de ce cadre vulnérable, la grêle, c'est presque ce qui peut arriver de pire. Donc c'est quelque chose qui est local, où on se demande toujours pourquoi chez moi et pas chez le voisin. Et c'est quelque chose qui est potentiellement destructeur et qui en fait intervient comme le gel dans des périodes critiques du cycle végétatif, les orages de grêle du printemps et puis ceux de l'été et du début de l'automne, au moment où les fruits sont mûrs et où, mais comme on le voit encore tous les jours,
On voit ces vignerons qui sont là devant leurs vignes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et il n'y a apparemment rien à faire. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Alors apparemment, sauf que vous le montrez, dans ce monde médiéval, il y a une série de choses que l'on fait ou que l'on peut faire, et vous insistez beaucoup, de manière très intéressante, sur le fait qu'il n'y a pas d'un côté les solutions de l'Église et de l'autre côté les solutions paysannes, mais il y a un entrelacement de toute une série de solutions qui peut être une branche d'aubépine, si elle est bénie, tant mieux, si elle n'est pas bénie, tant pis, un talisman, une prière, pourquoi pas un tempestaire, mais si c'est le prêtre du coin qui dit qu'il l'est, ça marche aussi. Autrement dit que voilà, il y a pas de différenciation nette dans les remèdes. Tout est bon à prendre si ça peut protéger les cultures. Il y a cette capacité des paysans à s'approprier à la fois ce que peut apporter l'Église et puis les manières d'habiter le monde dans un monde qui est fondé sur l'analogie, pour reprendre les 4 catégories de Scola, où finalement il existe des forces. Et si on trouve le bon médium pour manipuler cette force, on va pouvoir se raconter une histoire, alors qui est rassurante, mais qui souvent aussi est performative. Oui, vous parlez d'ailleurs de fiction plus que de croyance, pour dire qu'on construit les fictions qui nous aident à faire face à l'incertitude. Voilà, j'aime pas trop le terme de croyance, parce que derrière la croyance, il y a celui qui ne croit pas parce qu'il a une certitude. Certitude scientifique, certitude religieuse. La croyance, c'est bon pour les autres. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que par rapport au travail, évidemment, de Jacques Le Goff, fondateur sur la christianisation, sur cette idée que les anciennes fictions, ce que j'appelle l'or chrétien, a été vaincu par le christianisme, j'en suis plutôt venu à me dire qu'il y avait une capacité, une plasticité, une capacité d'absorber et de s'approprier de la part des subalternes qui fait que on n'est jamais dans une acculturation qui est totalement réussie et qu'en fait, c'est pas toujours celui qu'on croit qui est acculturé. Et effectivement, quand on pense aux végétaux paragrèles, quand on pense même au mythe lui-même du vaisseau de nuages, alors on voit bien que c'est au-delà même d'une fiction, un véritable mythe qui est construit à la manière d'un mythe indien de Claude Lévi-Strauss, mais qui dit des choses. Parce que si je suis capable de donner une forme aux nuées d'orage, en reconnaissant que comme on le dit aujourd'hui, avec les cumulonimbus, on a affaire à d'énormes colonnes qui ont la forme d'une proue de bateau. Alors je vais en même temps raconter une histoire qui explique la catastrophe, la calamité, mais je vais aussi me fournir la capacité à rentrer les bêtes, à me mettre à l'abri, à prendre un certain nombre de précautions, parce que j'ai appris à habiter cette partie-là du monde. Votre livre fait beaucoup réfléchir, comme il y a ce champ chronologique très vaste, presque de la fin de l'Antiquité jusqu'au 19e. C'est d'une certaine manière le long Moyen-Âge de Le Goff, mais sans le reprendre exactement. Du coup, il met en doute, et vous insistez d'ailleurs dessus, cette idée qu'il y aurait une christianisation linéaire qui serait de plus en plus forte des campagnes, que les campagnes auraient été non chrétiennes et puis elles deviendraient chrétiennes, parce qu'il faut vous montrer qu'il y a plusieurs moments, on a l'impression que ça y est, c'est fait. On peut dire après la Révolution française, ça y est, la pénétration du christianisme, ou encore après le Concile de Trente, la contre-réforme, christianiser les campagnes. On pourrait même revenir au Concile du Latran, 1215, ça y est, le christianisme avec la confession annuelle, ça y est, ça rentre dans les campagnes. Et puis les Carolingiens, ils ont réorganisé l'Église. Et en fait, vous montrez que chacune de ces étapes peut être une étape, mais n'est jamais définitive ou c'est jamais acquis l'idée que le christianisme aurait complètement remplacé ou fait disparaître d'autres rapports au monde, d'autres rapports aux histoires qu'on s'invente, ce qu'avait montré aussi Carlo Ginzburg dans Le Sabbat des sorcières ou dans les Benandanti, c'est cette idée qu'il y a des rites agraires qui restent rites agraires, le christianisme est là, il peut s'en accommoder ou pas, mais c'est quelque chose qui n'est jamais totalement terminé. Alors il est là, il n'est pas à côté. Il est dedans. Mais il est dedans et
Et c'est quand même très frappant de voir à quel point des grands historiens chrétiens, comme Léopold Génicot par exemple, ou Jean Delumeau, ont cette finesse de comprendre la différence entre être chrétien de foi et être chrétien de forme. Longtemps, l'Église a cherché à limiter, parce qu'elle pensait, probablement à juste titre, que c'était une transformation beaucoup trop profonde de l'individu, insister sur la forme plutôt que sur la foi. Et sur finalement des formes de salut qui correspondent au passage, si on pense au Concile de la 32, au passage par exemple d'obligation. Chaque année, se confesser, communier, obéir à son prêtre, ça c'est finalement une forme normative. Mais faire de chacun de ces paroissiens des gens qui connaissent le mystère de la foi, c'est tout à fait autre chose. Et bon, je cite souvent des livres qui sont pour moi un peu des phares. Je pense évidemment au curé du pays de Caux, à Bernard Alexandre, qui est ce prêtre qui est là, au fin fond de la campagne normande, au moment de Vatican II. Et lui, évidemment, son idéal, c'est de faire de chacun de ses paroissiens des gens qui ont compris ce que c'est que l'humanisme chrétien. Mais il dit non, ce sont des églisiers, ce sont des gens qui viennent me demander des services que je suis bien forcé de leur rendre, parce que si je ne leur rendais pas ces services, je n'aurais même pas la possibilité de les amener plus loin. Et donc ça, je pense, est une bonne clé de lecture. Et ça permet de mesurer finalement la finesse justement d'historiens comme Génicot ou Delumeau, qui ont cette capacité à comprendre la complexité, ce qu'est le phénomène de la foi. Cette question de la grêle, des tempestaires, Agobar en parle au début du IXe siècle. C'est pas très présent par la suite dans la littérature théologique et savante. Ça revient parfois. On pourrait s'attendre à ce que la géographie mentionne beaucoup de saints protégeant les champs de la grêle. Vous dites que c'est pas non plus omniprésent. C'est pas quelque chose de central. Est-ce que ça veut dire que l'Église n'assumait pas ce rôle ou ne cherchait pas à l'assumer, ou ça n'intéresse pas les théologiens, ça n'intéresse pas les clercs? Je pense qu'il faut d'abord examiner le phénomène en lui-même. Local, imprévisible, subi, même si il correspond à des faits géographiques ou à des faits de saisonnalité. Agobar le dit lui-même, il fait cette réflexion en racontant que dans certains villages du Lyonnais, les paysans préfèrent cotiser pour salarier, verser un canon intempestaire que de verser la dîme. Et il dit, mais les mêmes ne font pas la même chose quand ils sont confrontés à un phénomène beaucoup plus vaste, comme le phénomène de la sécheresse. Comment faire tomber la pluie? Et pour faire tomber la pluie, alors là, on en revient à des recettes qui sont offertes par l'Église. Alors je ne dis pas évidemment que j'ai percé le mystère, parce qu'il faut rester modeste, mais sans doute le caractère très finalement individuel de l'expérience de la grêle et du tonnerre explique-t-il qu'on ne prend pas la peine finalement de développer de très grandes... Et c'est vrai que quand on dépouille, comme je l'ai fait de façon un peu systématique, la grande base de données des Acta Sanctorum, on rencontre finalement très peu de saints. Il y en a, très peu de saints tempestaires, voire même très peu de saints jouant avec la grêle et le tonnerre. Ça arrive dans des situations, par exemple, de saints missionnaires, quand il s'agit de montrer qu'on est plus fort que le sorcier. Plus fort que les dieux scandinaves du tonnerre, voilà. Thor, Odin. Mais finalement, c'est comme si ça n'avait pas tellement intéressé l'Église, et il faut attendre le XVIe, le XVIIe siècle, la Contre-Réforme, pour voir des liturgies plus générales, comme l'érogation, comme toute une série de processions,
qui vont faire du vivre ensemble autour alors de choses qui sont foncièrement, normativement chrétiennes, parce qu'il y a à la tête de la procession, il y a le curé, mais que les paysans sont parfaitement capables de réinstrumentaliser eux-mêmes en cueillant, par exemple, aux grandes fêtes solsticiales, célébrées par l'Église, en cueillant les mêmes végétaux qu'on cueillait dans la magie analogique. Vous dites que ça n'intéresse pas tellement l'Église jusqu'à un certain point, parce que les gens dont Agobard dit dans les années 810 ils sont stupides, ils croient au tempestère, s'il écrivait 700 ans plus tard, il ne se contenterait pas de dire ils sont stupides, mais il les ferait passer sur le bûcher, sans doute, parce que des dizaines de milliers de gens ont été brûlés suite à des accusations de sorcellerie, et la manipulation du temps rentre là-dedans. Donc ça veut dire qu'à l'époque d'Agobard au IXe siècle, on n'est pas dans une église pour qui c'est un enjeu encore de pouvoir, de domination, d'affirmation en quelque sorte d'un monopole ou d'un pouvoir sur les hommes, mais c'est quelque chose qui tend à arriver à partir du 15e, 16e, 17e siècle. Alors je dirais on n'est pas entièrement. C'est sûr que dans l'entourage proche de Charlemagne, on est moniste. Mais si on prend quelqu'un comme un tout proche de Charlemagne, mais un laïc, Éginard, l'auteur de la fameuse vie de Charlemagne, après qu'il a pris sa retraite, il va raconter dans une série de miracles pour l'église qu'il a fondée, autour des reliques de Saint-Marcellin et de Saint-Pierre, il va raconter une histoire qu'il situe sous le règne de Louis le Pieux, donc dans les années 820, qui sont des années, du point de vue environnemental, terribles, avec des suites de mauvaises saisons. Il va dire, voilà, ce qui se passe en fait, et ça prend la forme d'un exorcisme, il y a une paysanne qui est habitée par le démon, le prêtre parvient à ce que le démon, qui s'appelle Luigo, presque comme Ludovicus, il lui dit, mais voilà, Dieu m'a envoyé, moi et 9 autres démons, pour punir l'empire des Francs, pour l'injustice de leur souverain, pour le manque de piété et le manque de croyance de la population. Et je les ai fait souffrir, je les ai punis, parce que Dieu m'a ordonné de le faire, par les guerres, les calamités, les pestes, les violences. Et Éginard, il n'est pas moniste, puisqu'il imagine que Dieu peut conférer le pouvoir de donner le mal à d'autres personnes. Et donc, il y a ce phénomène qui est dans des périodes d'instabilité, notamment dans le règne de Louis le Pieux, on voit apparaître un certain nombre dans les capitulaires de citations bibliques qui imposent de mettre à mort les sorciers. Mais les choses semblent, et je ne sais pas, pister le phénomène de façon fine, les choses se remettent en ordre. Parce qu'on voit très bien que chez Réginon de Prume et chez Burchard de Worms, donc les deux grands livres de pastoral qui étudient finalement les croyances des fidèles et la manière de les encadrer et de les ramener dans le chemin de l'Église, il y a en fait un retour du monisme en disant ceux qui croient ou qui font des choses, ils croient qu'ils sont capables de tarir le lait de la vache du voisin, ils croient qu'ils sont capables de repousser les tonnerres. Ces gens-là, ils sont des victimes de l'illusion. Le maître de l'illusion, c'est Satan. Donc Satan n'a pas d'action réelle, il a une action idéale sur le monde. C'est pas lui qui fait tomber la grêle. C'est pas lui qui fait tomber la grêle, mais il convainc les gens de l'avoir fait et du coup de se vouer à lui ou d'essayer de l'acheter ou de l'empêcher. Pas dans la pastorale jusqu'au XIIe siècle. Parce que c'est considéré, comme Agobard finalement, comme des stupidités. Comme alors des croyances au sens là vraiment propre du mot, des croyances populaires qu'il convient de punir, mais de punir légèrement, comme on le fait avec des enfants, pour les ramener dans la bonne ligne. Il y a un exemple qui est extrêmement frappant, qui porte un nom que les médiévistes aiment beaucoup, le canon Épiscopie. Donc c'est un canon, soi-disant, du IIIe ou du IVe siècle, qui réapparaît au Xe siècle et qui explique un mythe, le mythe selon lequel les femmes rencontreraient les bonnes dames ou les déesses de la nature pré-chrétiennes
dans un endroit qui est le prototype du sabbat du XVe ou du XVIe siècle, en volant. Et face à cette construction qui est, alors là, certainement de la fiction populaire, de l'or chrétien qui subsiste, la réaction de Burchard de Worms et puis la réaction avant lui de Réginon, et de dire non, ce sont des illusions. Alors c'est normal de les trouver chez les femmes parce que les femmes sont faibles d'esprit. Pour un clerc du XIe siècle, ça ne fait pas de doute qu'il y a moins de bon sens chez une femme que chez un homme. Mais face à ces femmes qui sont finalement les victimes de cet illusionniste qu'est Satan, on est dans des pénitences qui sont tout à fait raisonnables, vénielles, et on ne punit vraiment que le récidiviste. Penser que sa voisine a fait tarir le lait dans l'étable, c'est peut-être 3 semaines au pain et à l'eau pour celle qui est accusée d'avoir fait tarir le lait. Au XVe siècle, au XVIe siècle, c'est les questionnaires des inquisiteurs, c'est la torture, c'est l'aveu, c'est le bûcher. Parce que entre les deux, l'Église, finalement, je ne veux pas dire qu'elle s'est convertie au dualisme. L'Église catholique n'est jamais totalement dualiste, mais elle a été contaminée. On le voit très bien avec quelqu'un qui est quand même un des grands intellectuels du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, qui construit le pacte faustien, l'idée qu'on peut passer un contrat avec Satan pour détenir un certain nombre de pouvoirs. Entre ces deux moments, entre le moment agobard et le 15e, 16e siècle, il y a ce Moyen-Âge central, et les chapitres centraux du livre sont aussi consacrés à décrire la façon dont s'enracine la paroisse, s'enracine la dîme, s'enracine des formes institutionnelles de l'Église, par certains côtés aussi pour apporter de la sécurité ou réguler l'incertitude du monde paysan. Et la dîme notamment, vous montrez qu'au départ, la dîme, il y a vraiment ce côté presque don contre don. On donne à l'Église pour que la bienveillance divine se répande sur la nature et que les plantes poussent bien. Et que petit à petit, on perd un peu de vue ce contrat en quelque sorte initial. Mais en tout cas, que la dîme a été centrale dans la mise en place d'une église à l'échelle locale et à l'échelle paroissiale. Oui, parce que la vision de l'Église et de la culture chrétienne par rapport à la nature est une vision qui est basée sur un cycle de retour qui est garanti en fait par la providence divine. Et donc la dîme, elle intervient dans ce système de don et de contre-don comme une manière finalement de remercier la providence divine, de ramener la saison des fruits chaque année de manière cyclique. Alors il faut bien avouer que, contrairement à ce qu'on a pu penser longtemps, ni la dîme ni la paroisse ne sont installées comme ça instantanément. À l'époque carolingienne, ce sont des phénomènes relativement lents, peut-être 11e, parfois 12e siècle dans certaines régions, parce que ce ne sont pas des phénomènes uniquement institutionnels, ce sont des phénomènes sociaux. Et donc la paroisse, bien sûr, elle est projetée par l'Église sur le territoire, mais elle est aussi portée par le désir de faire société des paroissiens. Et donc la paroisse, elle se trouve à la rencontre des deux, de telle sorte qu'elle va avoir un certain nombre de fonctions, d'encadrement, mais qu'elle va aussi, d'une certaine manière, rassurer, installer cette économie du don et du contre-don, voire même prévoir des charités encadrées, des stocks en cas de rupture. Moi j'ai défendu, peut-être de façon exagérée, l'idée que ce prélèvement de la dîme qui reste dans les églises pendant toute l'année qui suit les récoltes, c'est une manière en fait d'avoir un fameux matelas en cas de très mauvaise saison, et de pouvoir avoir quand même un endroit où on peut puiser localement des réserves.
Alors que la logique seigneuriale, elle n'est pas une logique où les produits restent sur place. Les produits, ils sont aspirés. Et donc là, on est dans deux univers différents. En parlant de produits qui restent sur place ou pas, un des passages du texte d'Agobard que vous analysez, que vous commentez, est très intéressant, puisqu'il n'est pas seulement question de tempestères qui ont le pouvoir de protéger la grêle ou de la déclencher, mais il est question aussi de voyageurs sur les nuages qui viennent, emportent les moissons au loin, dans un pays étranger qui s'appelle Magonia. Alors, il y a toute une analyse étymologique de ce terme. Et c'est intéressant parce que cette idée de moissons enlevées au loin, vous le dites, ça contraste avec la réalité qui est d'une localisation de la production et de la consommation. On n'est pas dans un monde du grand échange. À l'époque carolingienne, on n'est pas dans un monde de distance énorme parcourue par des céréales. Alors que là, dans l'imaginaire, on a une histoire qui raconte ça, et justement qui contraste avec la réalité très, très territoriale et limitée de ces circulations. Alors évidemment, il y a deux manières de décrypter l'histoire des bateaux de nuages et de la Magonia. C'est de penser qu'il s'agit vraiment d'une manière pour Agobard de rendre compte de ce qu'on lui a raconté, qu'il est finalement dans la position d'une forme d'ethnologue qui de l'extérieur va raconter quelque chose auquel il ne croit pas, mais on ne peut pas écarter non plus l'idée que Agobard y mette de sa main, de sa patte. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que si on regarde la structure du mythe, on est typiquement dans un mythe qui concerne les rapports entre le ciel et la terre, au travers du thème du bateau de nuages et de la chute des marins qui viennent acheter du grain. Mais il s'agit non pas de s'emparer de quelque chose qui a été détruit, ce qui est le fait, mais d'acheter à ceux qui ont détruit. Avec, c'est une chose qui m'avait frappé, le fait qu'effectivement, encore aujourd'hui, quand on regarde sur Internet ou à la télévision l'aspect d'un vignoble qui a été grêlé, on a l'impression qu'il n'y a rien eu, que ça a disparu. Et quelle meilleure disparition que la disparition qui correspond à ce que les paysans subissent en dehors de la domination seigneuriale, qui est l'échange marchand. Et chez ces marchands de Magonia, me semble-t-il, on aperçoit alors ceux qui viennent prêter des grains quand les récoltes ont été mauvaises pour récupérer 3 ou 4 fois à la récolte suivante, ou ce thème universel jusqu'au complot des farines au XVIIIe siècle et sous le règne de Louis XV, de l'escamoteur, de celui qui va cacher les grains pour faire monter les prix. Et donc, je crois que dans cette histoire-là, il y a des fragments de réel. Il y a à la fois la possibilité d'habiter le monde, reconnaître une nuée d'orage, pour moi, c'est une fiction qui est utile parce qu'elle permet de se prémunir des dégâts en partie. Et puis cette thématique de la relation dans une économie de subsistance entre les paysans qui veulent tout conserver et les deux manières, la rente seigneuriale, l'échange marchand, qui peuvent les empêcher finalement de garder pour eux ce qu'ils ont fait pousser. Un mot sur la forme du livre, il y a quelque chose de très original, rarissime dans l'historiographie francophone, c'est un index thématique que vous avez établi avec la lettre P, précipitation, présage, preuve, prière, providence, protestantisme, psychologie, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à établir cet index? C'est là aussi pour pouvoir prendre des chemins de traverse dans le livre et pas avoir une lecture seulement linéaire, chapitre par chapitre? En fait, c'est une habitude que j'ai prise avec la nature et le roi, qui est de dire finalement une table des matières, bon, si c'est une table des noms de lieux et de personnes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que les personnes les plus importantes, elles apparaissent tout le temps et alors on se trouve avec un nombre de pages invraisemblable. Donc effectivement, comment est-ce que je peux construire un index qui offre des navigations possibles dans une écriture que je sais d'expérience, peut-être moins ici que dans la nature et le roi, parfois un peu difficile. Et donc, oui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait sens et qui fait fil dans les raisonnements. Et ça, je crois que
ça fait alors de l'index vraiment une pièce en soi du livre. Je passe toujours beaucoup de temps à construire mes index. Ce livre, au fond, il est pour qui ? Est-ce qu'il est pour les autres médiévistes ? Est-ce qu'il est pour les spécialistes d'histoire rurale, les spécialistes d'histoire religieuse ? Est-ce qu'il est pour les spécialistes de sciences sociales plus largement, d'histoire contemporaine, parce qu'il y a des résonances plus actuelles ? Avec qui vous avez envie de dialoguer en écrivant ce livre ? Bon, j'ai envie de dialoguer avec le public. Parce qu'à l'âge que j'ai plus beaucoup de défis à surmonter. Que ma position de retraité me met un peu en dehors de la compétition intellectuelle qui est malheureusement la règle et la norme dans la publication universitaire. Donc j'ai toujours cette idée, plus encore ici, de réussir finalement ce que Carlo Levi a réussi, c'est-à-dire d'être un témoin. Alors Carlo Levi est un témoin vivant. Il est ce médecin relégué par un régime fasciste au fin fond des Pouilles, au-delà de la gare d'Éboli. Et il produit un témoignage. Donc j'ai envie de témoigner. Si j'ai envie de témoigner, c'est parce que on est à l'heure du changement climatique et que je pense que, en dehors des démonstrations que font les membres du GIEC, les rapports du GIEC font des démonstrations qui sont évidemment totalement convaincantes d'un point de vue scientifique. On a besoin de fiction. On a besoin, nous aussi, j'aime bien la formule de Tim Ingold, d'habiter le monde, de trouver des manières de s'en accommoder. Et là, avec la grêle et le tonnerre, j'avais l'impression de pouvoir côtoyer à côté d'un certain nombre de personnages, de phénomènes dans lesquels peut-être le lecteur pouvait se retrouver en disant oui, j'ai aussi ressenti. Et donc, je crois beaucoup au fait qu'une partie de l'échec, on l'a encore vu aux élections européennes, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Belgique ou dans d'autres pays, l'écologie, c'est pas uniquement des programmes de mesures politiques. C'est une capacité de réenchanter l'environnement, d'habiter le monde, de côtoyer les autres, et y compris ceux qui sont le plus étranges, c'est-à-dire les animaux, les objets. Alors, en restant évidemment moniste du point de vue scientifique, mais en essayant aussi de voir comment, finalement, on peut se rassurer. Et je pense qu'une des choses dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, face à ce qu'on a appelé l'anxiété climatique, ou à d'autres anxiétés, l'anxiété par rapport aux étrangers. On est dans une période, évidemment, qui donne beaucoup de sens à ce commentaire. On a négligé des fictions collectives et positives, où les gens peuvent se raconter. Quand il y a une éclipse de lune, chose qui est terrifiante pour celui qui n'est pas astronome, et qu'on se demande est-ce que la lune va revenir ou est-ce qu'elle va être dévorée par un grand méchant loup, les paysans qui crient Vince Luna, donc allez la lune, bats-le, vains-le, qui tapent sur des casseroles, ils font en fait toute une série de choses qui nous aident à être ensemble, à vivre ensemble. Et donc, le mot est à la mode depuis la sociologie. Ce sont des formes d'agentivité, finalement, qui sont extrêmement précieuses. Quand les paysans versent un canon à un tempestaire, en même temps, ils se dotent d'une structure collective de décision, donc ils développent leur autonomie. Quand on va à l'église pour demander des comptes au curé, on se présente comme une force en soi, par rapport à la normativité et à l'encadrement. Et ça, je crois que c'est quelque chose de rassurant. On en revient à de l'humour qui était très présent, protéger, rassurer. Je pense que l'histoire environnementale, elle est là évidemment pour avertir. Il y a
des historiens qui font ça très 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 bien. Elle n'est pas toujours là pour dire « Oh, écoutez, c'est déjà arrivé, donc ça va arriver maintenant ». Moi, je ne crois pas tellement à cette histoire environnementale un peu apocalyptique et prescriptive, au catastrophisme, mais elle est aussi une manière de nous dire « Mais on peut peut-être cohabiter avec les autres espèces et avec le monde qui nous entoure d'une manière différente ». Et ça, c'est un peu le sens de la grêle et du tonnerre, et l'espoir, bon, le succès d'un livre n'est pas toujours prédit ou prédictible, l'espoir de le voir innervé au-delà de son public naturel. Alors je sais bien que j'ai présenté le contenu du livre au Collège de France il y a 2 ans et demi. Bon, je sais bien qu'il va être bien reçu, que c'est une forme historiographique dans le monde francophone, un peu inhabituelle, curieuse, et donc que ça excitera plus la curiosité que la méchanceté critique. Mais au-delà de ça, comme citoyen, je crois cette importance de la fiction, et d'une fiction qui n'est pas une fiction imposée, construite, mais qui est une fiction partagée et qui vient d'en bas. Quand on parle de liberté, d'égalité, de fraternité, ça peut être considéré comme des mots, ça peut être considéré comme des règles, mais ça peut aussi être considéré comme des choses qu'on a envie de vivre. Je pense qu'on a besoin peut-être d'ajouter à la devise de la République un quatrième mot qui exprimerait ce fait d'être au monde. De cohabiter avec le vivant. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Devreuil. On n'était pas parti pour faire une émission politique, on était parti pour faire de la médiévale et finalement on y arrive et la période aussi veut ça et c'est important de l'entendre. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? J'ai envie de dire que le Christ s'est arrêté à Éboli. C'est un livre fondamental parce qu'il nous oblige à franchir la distance par rapport à ces paysans des Pouilles qui semblent complètement étranges, inassimilables, avec ce témoin, un médecin communiste, qui a tellement à la fois de difficultés et de capacités à se les approprier et à montrer ce qu'est le monde extérieur. Je crois que c'est vraiment un livre et un film aussi, un grand livre et un grand film, mais peut-être pas finalement porté par le public francophone au niveau où il est porté en Italie. Mais bon, si vous me demandiez des conseils de lecture, il faut lire Carlo Ginzburg, évidemment. Le sabbat des sorcières, les batailles nocturnes. Des livres qui font tout à fait écho aux vôtres. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.